Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Hubert Seillant, universitaire et avocat au barreau de Paris, pour un débat autour du conflit régional sur le Sahara. Professeur Seillant, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le Sahara, sans doute qu'on y reviendra au cours de cette émission, mais qu'est-ce qui vous a attiré vers le Sahara atlantique? Est-ce votre spécialisation en droit des risques, la lecture du livre de Leclésio, Le désert, ou une rencontre déterminante? Peut-être toutes ces raisons sont peut-être les bonnes. J'en sais moins que vous sur le sujet, peut-être. J'ai été porté sur cette question, d'une part par mes interventions très anciennes auprès d'un grand groupe national qui est l'OCP. Ils m'ont demandé, il y a bien longtemps, de les accompagner sur un certain nombre de questions en rapport, en effet, avec les risques. Et à l'OCP, vous le savez, il y a un certain nombre d'activités qui sont en rapport avec les phosphates. Et au Sahara, dit occidental, il y a une mine. Je suis donc allé là-bas, j'y suis allé, j'ai vu et j'ai conclu qu'il fallait faire quelque chose. Voilà, c'est aussi simple. Alors, les liens historiques du Maroc avec le Grand Sahara remontent à très loin. Pratiquement toutes les dynasties qui se sont succédées au royaume sont originaires du Sud. Alors, est-ce que cet élément historique compte beaucoup dans ce conflit territorial? Alors, je ne sais pas si vous avez lu mon dernier livre. Je pense que oui, à écouter ce que vous me dites. Parce que ce dernier s'intitule « Le Sahara marocain ». Je ne parle pas du Sahara d'Antique, je parle du Sahara marocain. Pour quelle raison? Parce que les faits suffisent à eux-mêmes. Ces faits sont à la fois géographiques et historiques. J'ai sous-titré ce livre « L'espace et le temps ». Eh bien, le temps, c'est cela. Le Sahara, les faits sont patents, tangibles. Ils sont de tous ordres, économiques, sociaux, culturels, religieux, coutumiers avec l'allégeance. Il y a tous les éléments pour que cet espace du Sahara de l'Atlantique, de l'Ouest, du Ponant, de ce qui est le plus à l'Ouest, ne soit que saharien, ne soit que marocain. J'avais, dès mon premier livre, sur le sujet, dit que le Maroc est un pays nord-sud, sud-nord. J'ai observé en effet que ces relations verticales sont beaucoup plus importantes que les relations horizontales. Certes, à l'ouest, il y a eu toutes les relations liées à l'Atlantique, et notamment avec les Espagnols et les Portugais, ce que l'on oublie, et notamment sur cette zone saharienne. Mais à l'est, ce fut toujours beaucoup plus compliqué. Et si j'avais un peu plus de temps, je vous raconterai l'histoire d'Idriss Ier, qui en effet, dès 711, a installé à l'ouest une façon de penser l'islam, le texte dans le contexte déjà, et ce qui explique aussi les relations très privilégiées de ce pays venant de Dakar et de peut-être même plus loin, jusqu'à Cordoue, El-Andalus. Vous voyez, je serais presque intarissable sur ce sujet du temps. Le temps, c'est essentiel pour comprendre le Sahara. On vous invitera peut-être une seconde fois pour parler de ces influences à l'Est. Le Sahara marocain est-il, selon vous, un espace de liberté plurielle, comme vous l'affirmez dans vos écrits? Ah, voilà un grand sujet. Quand je suis allé à la 4e commission de l'ONU pour présenter ce que je crois être la réalité des faits, j'ai entendu que c'est une dictature, qu'il n'y a pas de liberté, que les Sahraouis sont emprisonnés, que les femmes sont battues, que la police est ceci, que la police est cela. On se croirait
chez Staline ou chez Hitler. Voilà, j'y suis allé, j'ai vu, ça m'a suffi. En vérité, c'est un espace de très grande liberté. Et je dirais même que les libertés que j'ai observées dans cette partie du Maroc sont bien plus grandes qu'elles ne le sont dans bien d'autres endroits du Maroc et peut-être de France. Parce que ce sont des vérités, en vérité, des libertés très, très concrètes. La femme, par exemple. Parlons de la femme. J'ai rarement vu une femme aussi libre dans son mode de vie. La nuit, à minuit, 1h du matin, la femme est comme en Espagne, exactement de la même façon, parce qu'ils ont une petite culture espagnole par la colonisation. Bien, mais elle est dehors avec les enfants, tout le monde rit, tout le monde... J'ai observé... Aux terrasses des cafés? Oui, aux terrasses des cafés, oui. Il y a... alors, les libertés. Il faut parler des libertés concrètes. Les libertés, ce n'est pas simplement ce qu'il y a dans les codes. Les Français le croient. Je ne veux pas trop critiquer la France, mais le modèle français est très juridique, très formel. Or, les libertés réelles, ce sont des libertés économiques. La liberté de faire du sport, la liberté de pouvoir avoir un emploi, la liberté de pouvoir avoir de l'eau, la liberté de pouvoir avoir de l'énergie. Quel est l'endroit Tout ça existe là-bas. Quel est l'endroit qui, en Afrique aujourd'hui, peut prétendre avoir toutes ces libertés? Et je le dis parce que, et même au Maroc du Nord, ou dans les Marocs des Atlas, ce n'est pas vrai. Simplement, on a construit un modèle économique et social en partant de rien. Voilà. Car quand les Espagnols ont quitté le territoire, il n'y avait rien. Et moi-même, quand j'y allais pour l'OCP, quand j'y suis allé pour l'OCP, j'ai constaté qu'il n'y avait rien. Rien. C'était il y a 20 ans. C'est peu 20 ans, voyez-vous. Mais depuis, le modèle qu'on a construit l'a été de manière très intelligente. Je dis dans mon dernier livre, Le Sahara marocain, je termine par un chapitre où je parle d'une nouvelle Californie. D'une nouvelle Californie. Parce que je suis allé dans l'histoire de la Californie et j'ai observé qu'il y avait des similitudes. Un désert, un grand océan, mais aussi un désert. Et puis, paradoxalement, des Mexicains qui parlent espagnol, comme un peu ici. Donc, ça m'a beaucoup amusé de faire cette rencontre entre ces deux aventures. Que voit-on aujourd'hui à Laayoune? Que voit-on à Dakhla? Que voit-on? On observe tout d'abord qu'il y a de l'industrie liée à de l'énergie, qu'il y a des villes, de belles villes, qu'il y a des activités, qu'il y a des gens qui travaillent, et qu'il y a également le numérique qui arrive là. Le numérique. Et pour tout vous dire, j'ai rencontré le préfet, le wali de Dakhla, parce que j'anime une fondation sur le sujet du développement au Sahara marocain, et nous avons convenu qu'au mois de novembre prochain, nous aurions une rencontre franco-marocaine, franco-sahraoui, sur ce sujet du numérique aussi, pour voir comment on pourrait le développer dans la perspective des activités de loisirs, de la glisse et du vent, parce qu'il y a du vent et il y a de la mer. On y reviendra. Mais donc, merci. À vous entendre, c'est une forme de paradis là-bas. Mais je voudrais juste vous dire, sur le plan plus politique, est-ce que le dossier saharien n'est pas la principale pierre d'achoppement de la construction de l'Union du Maghreb arabe? Là-dessus, c'est un autre sujet. Autant je pouvais être lyrique sur le côté enchanteur du pays, parce qu'il l'est. Toutes les personnes qui sont allées le savent. Autant maintenant, nous devons regarder les choses autrement. Il y a un conflit. Voilà. Ce conflit impacte très fortement les questions de sécurité. Il faut le dire. Mais il faut toujours, vous m'avez dit, est-ce que c'est l'homme des risques qui regarde le sujet? Oui. Dans un risque, il y a toujours le plus et le moins, le gain et la perte. Dans ce système conflictuel dans lequel se débat le Sahara de l'Ouest,
il y a eu un avantage. C'est que, à l'intérieur, il y a la paix la plus absolue. Par le fait du mur, le mur, par le fait des armes marocaines qui sont là, ça coûte cher, mais et par le fait des Nations Unies qui sont présentes. C'est certainement l'endroit d'Afrique, du Sahara c'est certain, un des endroits d'Afrique les plus en sécurité, les plus sécuritaires. J'ai fait la route entre Guelmim et Darla deux fois, et entre Layoun et Darla plusieurs fois. C'est la sécurité la plus totale. On voit des camions, on voit, comme disent les Espagnols, une noria de camions, sans arrêt, ça circule, des voitures dans les deux sens. Voilà. Donc, mais l'impact est important. Pourquoi ? Sur le plan de l'insécurité. Parce que de l'autre côté, il y a toutes sortes de trafics. Et c'est vrai que le Maroc, étant comprimé derrière ses frontières, ne peut peut-être pas, de la même façon qu'il pourrait le faire, intervenir sur le sujet. Mais les trafics sont nombreux, vous le savez. Et j'ajouterais qu'à Tindouf, les Sahraouis qui se revendiquent du Polisario sont bien sûr dans une situation de très grande misère que tout le monde connaît, mais de ce fait, ils sont très tentés par ces trafics de tous ordres. Monsieur Saillant, nous allons faire une petite pause et nous nous retrouvons tout de suite après l'interruption. Nous revenons avec Monsieur Saillant sur notre débat sur le Sahara. Alors, le Maroc est soutenu par les Nations Unies, par les États-Unis, la France, l'Espagne, mais ses relations avec l'Union européenne sur le sujet du Sahara sont un peu plus frileuses. Pourquoi ? Je ne sais pas si elles sont frileuses, elles le sont sur le plan juridique. Oui. La question juridique est compliquée. Il y a deux façons de voir le droit. Soit par ses règles les plus contemporaines, post-75, soit par rapport à l'histoire telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure. Je dirais que le grand droit de l'histoire et des faits tout le monde le reconnaît, est en contradiction complète avec le petit droit des règles que l'Union européenne est amenée à pratiquer. Voilà. Ce qui explique que le Polisario engage l'action sur le terrain qui lui est le plus favorable, celui de ce tout petit droit des règles, mais le grand droit des faits, il ne peut que l'ignorer parce qu'il lui est défavorable et tout le monde le reconnaît. Ce qui explique que dans le monde, voilà. Quand vous parlez du Polisario qui s'engage sur des actions, petites actions d'ordre juridique, soutenues par l'Algérie, il a saisi plusieurs juridictions. Oui, bien sûr. C'est à ça dont vous faites allusion, mais notamment à l'Union européenne, mais également, je pense, auprès de l'Afrique du Sud, le Panama. Est-ce qu'il tente en fait d'ouvrir un nouveau front juridique en dehors de l'ONU ? C'est certain, il essaie d'établir une contradiction entre ce que je vous disais tout à l'heure, la vérité des faits, et ce petit droit contemporain, ce petit droit ponctuel, ce petit droit de circonstance qui a été créé après 1975. Ce n'est que ça. Mais moi, on m'a toujours enseigné, j'ai toujours enseigné que le grand droit, c'est celui qui est le fondement même de ce petit droit. Celui-ci est illégitime aujourd'hui, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. À partir du moment où il contredit aussi fortement la réalité des faits. Je n'ai pas beaucoup à dire. J'ai trop développé cela je l'ai développé dans mon dernier ouvrage là-dessus. Voilà. Alors, est-ce que, à l'inverse, est-ce que les accords de Madrid et les liens historiques qu'on évoquait plus ou moins d'allégeance entre les tribus sahariennes et les sultans du Maroc ne contribuent-ils pas à raisonner un peu les opposants de l'autonomie ? Tout ceci, ça participe de ce grand droit que j'évoquais tout à l'heure, ce droit fondamental, ce droit historique que j'ai pu évoquer et qui, en effet, permettent à ce que quasiment tous les États du monde aujourd'hui reconnaissent cette réalité, que je dis bien quasiment tous les États du monde. Les quelques États qui continuent à supporter, si l'on peut dire,
comme une équipe de football, le Polisario, la liste se réduit comme peau de chagrin, il n'y a presque plus rien. Voilà. Il faut savoir que quand ils étaient une trentaine il y a encore 2 ans, c'était à peu près, la plupart étaient des pays qui étaient financés par d'autres pays. Ceux-ci financent moins, donc voilà. L'affaire, me semble-t-il, cette question est une affaire déjà du passé. Nous sommes... Mais le passé est intéressant. J'ai envie de revenir sur un autre élément d'histoire, c'est qu'à la fin de la période coloniale, le Sahara Atlantique était très prisé et l'Algérie et l'Espagne ont tenté en vain de l'établir dans la forme d'un État. Alors, pourquoi ça a échoué, en fait? Alors, il y a 2 choses. Ils avaient intérêt à le faire. L'ancien colonial voulait conserver une certaine influence, avec un État qui ne pouvait être que croupion. Et le voisin, le grand voisin à gauche, était encore dans la perspective du socialisme international, et puis avait toujours eu le souci de pousser vers l'Ouest. De pousser vers l'Ouest et d'avoir une ouverture sur l'Ouest. Bon, ça n'a pas été possible tout simplement parce que le Maroc a réagi comme il convenait et naturellement. La marche verte dont on vient de fêter l'anniversaire, là, il y a à peine un mois, a permis de circonscrire le danger. Ça aurait été très dangereux. Vous évoquiez tout à l'heure la question de la sécurité en Afrique. S'il y avait eu un État de ce type, nous serions dans la plus grande insécurité, car il n'aurait pas la capacité. Il serait envahi comme l'est aujourd'hui le Mali, dans les mêmes conditions. Il n'aurait pas la capacité de résister, il aurait été infiltré, il serait peut-être dominé par Daesh et l'AQMI. C'est une de mes questions. Avant ça, je voudrais juste voir un peu par rapport à la population. Donc, vous considérez, et ça on l'a bien compris, le Sahara marocain comme ne pouvant être compris que intégré au Maroc. Est-ce qu'il y a un consensus de la population en ce sens, favorable à l'autonomie? Il y a 2 questions. Oui. Premièrement, un consensus sur la marocanité, je le crois. La preuve se trouve simplement dans les votes aux élections nationales et locales. On peut raconter ce qu'on veut, la participation est élevée. Voilà. Alors, l'autonomie, c'est un autre sujet. Le Maroc a engagé une démarche d'autonomie sur cette partie. Mais ce que l'on oublie, c'est que le Maroc a développé cette même démarche dans d'autres régions. Et c'est aussi une... Par exemple ? Eh bien, presque toutes les régions sont aujourd'hui avec un certain statut d'autonomie bien plus important que ne le sont les régions françaises. Oui. C'est ça que je veux dire. Plutôt comme les Länder allemands ? Peut-être pas comme les Länder, mais comme certaines régions espagnoles et certaines régions italiennes. Il y a des degrés. Il y a des degrés. Ce sont des pays qui ont des variations dans l'autonomie. Les Français sont très jacobins, il faut que tout soit identique, ou presque. Alors, au Maroc, on a déjà engagé cette démarche ailleurs, et elle va se développer un peu plus dans le Sahara, dans la partie du Sahara. Un peu comme, par exemple, à Barcelone, nous avons une autonomie plus grande qu'en Andalousie, ou encore au Pays basque espagnol, plus grande qu'en Andalousie, ou encore en Val d'Aoste en Italie, plus grande que dans le sud. Voilà la démarche. Donc, qu'il soit favorable à l'autonomie, c'est une évidence. Vous disiez tout à l'heure, il y a très peu de pays qui sont opposés à cette autonomie. Il y a, disons, une majorité de la communauté internationale qui ne considère plus nécessaire qu'il y ait un référendum sur l'autodétermination, sinon même l'indépendance. Vous jugez cette évolution comment en réalité ? C'est-à-dire ? Eh bien, qu'est-ce qui justifie qu'il y a une plus grande communauté qui, disons, se rattache à la décision des Nations Unies ? Est-ce que c'est tous les constats que vous avez faits, vous, sur le terrain et qui sont
Ce sont des constats internes Oui. et ce sont des constats géopolitiques. Oui. Internes parce que c'est le fait qui domine toutes les intentions possibles, contradictoires. Voilà. Et deuxièmement, sur le plan géopolitique, que serait l'Afrique si nous avions une indépendance avec qui à la tête dans les circonstances actuelles de l'Afrique? C'est un non-sens. Je crois que la sagesse est aujourd'hui dans toutes les pensées des gens qui sont responsables au plan international, à l'ONU et partout. Voilà. Voilà. Alors évidemment, quand on fait du droit, comme vous le disiez tout à l'heure, on bute sur les petites règles et les juges, ils appliquent les règles. Peut-être ces rares pays, et en tout cas le Polisario, estime et prétend que le Maroc exploite les ressources naturelles du territoire et prétendent même que c'est sans bénéfice aux populations. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut toujours le dire. Je sais qu'une chose, c'est qu'il y a 45 ans, il n'y avait rien. S'agissant des ressources naturelles, quelles sont-elles? Le soleil, la mer, ouais, le phosphate quand même. Le phosphate. Le phosphate, 1% de la production marocaine. À Fos-Bousra. 1%. Le directeur de la mine me dit, ça nous coûte 50% plus cher, 50% plus cher l'extraction du phosphate là qu'ailleurs. Que dans la partie nord, les conditions sont très difficiles. Pourquoi maintenons-nous l'exploitation? Pour des raisons essentiellement sociales, pour donner de l'emploi. Quant à la pêche, il n'y avait rien. C'était les Espagnols qui étaient là, n'est-ce pas? La pêche est florissante. Il y a de l'industrie de la pêche assez considérable. Voilà. Des ports. Je ne sais pas ce que ça... On peut toujours soutenir tout. Des concessions pétrolières possibles? Mais il n'y a pas de pétrole. Non, c'est une question. Non, il n'y en a pas. Aucune, rien. On parlait de la sécurité, donc le Maroc est très soucieux de la sécurité dans cette région, mais vous aviez l'air de dire, et c'était donc ma question, est-ce qu'il est bien prouvé qu'il y a déjà des liens entre des chefs sahraouis et des djihadistes de l'AQMI? Oui, c'est prouvé, c'est établi, je n'ai pas à le dire, mais ça a été dit lors de ma présence à l'ONU au mois d'octobre par un certain nombre de personnes qui viennent de là-bas, des Sahraouis, qui l'ont dit, voilà. Mais peut-il en être autrement? Ces gens sont dans la misère, ils sont abandonnés, il n'y a plus rien. Il y a eu des prévarications, vous savez, leurs dirigeants, voilà, sont dans des... Bon, ils vont là où il y a de l'argent, comprenons. Je ne condamne pas, cela relève des faits. Ouais. C'est dans la logique des choses. Est-ce que dans la foulée de cette problématique de sécurité, le développement du tourisme dans ce qu'on appelle le paradis du kitesurf, Dakhla, est-ce qu'il ne risque pas un jour d'être perturbé par l'insécurité dans cette région? L'économie dans cette zone est née de la sécurité. La fondation que j'anime s'appelle Paix et Développement. C'est la paix qui a permis le développement. Voilà. Donc, il est évident que les ennemis, ceux qui sont hostiles à cette marocanité dans l'autonomie, il est bien évident ils peuvent être tentés par des attentats et des choses de ce type. C'est dans l'ordre des choses. Mais je crois qu'il faut s'y préparer. Par une question plus personnelle, rapidement. Ma question est assez longue, mais vous avez été observateur privilégié au procès de Gdim Izik il y a quelques années, portant sur les meurtres de 12 membres des forces de l'ordre et d'un sapeur-pompier qui ont été perpétrés par des membres du Polisario, dont 25, je crois, ont été jugés, traduits en justice. Oui. Et il s'agit d'un procès où les droits de l'homme se sont invités et ça a failli tourner au procès politique. Donc on sent bien qu'il y a dans tout ce dossier toujours un peu cette tension autour de ces valeurs-là. Rapidement, quel souvenir vous gardez de ce procès? Ce sera très rapide. J'ai décidé d'écrire un livre sur le sujet.
je l'ai intitulé « Le politique contre le droit », parce qu'en effet, le politique s'est invité. Voilà. J'ai retenu quelque chose d'exceptionnel. Une liberté donnée à la défense des prévenus que je n'ai jamais vue dans aucune juridiction correctionnelle française. J'étais en parallèle avocat dans une grande affaire d'accident industriel à Paris. Eh bien, je n'ai pas observé la même liberté accordée aux avocats de la défense. Voilà. Notre émission se termine ici. Je vous remercie pour votre participation, M. Seillant. Et pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission Europe-Afrique.